Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne Nakamoshi. Bienvenue à tout le monde. Dans cette vidéo, on va parler de WWF en 1995. On va parler de l'année 1995 qui fait pas mal débat. Enfin, débat. Elle fait pas spécialement débat parce que tout le monde est plus ou moins d'accord pour dire que c'est une vraie grosse année de merde. Je suis pas spécialement d'accord avec ça. Il y a beaucoup de choses qui sont mauvaises, mais il y a quand même des choses à sauver. Il y a quand même une qualité in-ring qui est largement meilleure que dans certaines années plus récentes. Donc voilà, pourquoi je vais faire cette vidéo? Parce que déjà j'aime bien l'année 95, je la connais bien. Mais ce qui m'a donné envie, c'est que Daouda de la chaîne du Fatal 4-Way s'est lancé depuis quelques temps sur les reviews de l'année 1997 et là sur l'année 98. Donc je me suis dit que moi aussi ça m'a donné envie de re-regarder l'année 97 et je me suis dit tant qu'à faire je vais en parler. Mais du coup je vais commencer plutôt par l'année 95 et je vais faire un tir groupé ensuite sur d'autres vidéos. Je parlerai de l'année 96 et je finirai sur l'année 97. J'irai pas au-delà parce qu'ensuite c'est l'attitude era et j'aime pas spécialement cette période-là. Peut-être que je ferai ça dans l'autre sens. Je repartirai un peu plus loin dans le temps pour parler du début des années 90 ou des années 80 éventuellement. Mais voilà. Donc du coup, alors déjà, vous pouvez aller voir une autre vidéo qui est sur la chaîne qui dure une grosse dizaine de minutes où j'ai parlé de tous les scandales qui ont émaillé la compagnie au début des années 90 et qui expliquent pourquoi, enfin comment, WWF est passé d'une compagnie, enfin de la plus grande compagnie du monde durant les années 80 à une compagnie en totale galère en 95 avec beaucoup de problèmes d'argent, des problèmes de sponsors, tous les scandales qui ont émaillé la compagnie qui l'ont fait perdre en popularité, etc., en visibilité. Donc vous pouvez aller voir la vidéo et revenir ensuite, mais vous n'êtes pas obligé d'aller la voir parce que ça ne va pas non plus impacter la compréhension de cette vidéo. Euh, donc voilà, on va se lancer sur l'année 95. Alors je vais d'abord parler d'un groupe de catcheurs qui s'appelle La Clique. Je devais faire une vidéo exclusivement sur La Clique et puis je me suis dit en fait je vais intégrer le contenu dans cette vidéo. Je vais pas développer plus que ça non plus le groupe, mais je vais juste vous parler de 3-4 choses. Alors La Clique c'était un groupe de catcheurs, euh, de 4 catcheurs à la base, composé de Shawn Michaels, Kevin Nash, Scott Hall et Sean Waltman, qui contrôlaient plus ou moins la compagnie de manière plus ou moins claire, qui avait beaucoup d'influence sur le patron Vince McMahon, le président, et qui se bouquaient généralement uniquement entre eux. Ils voulaient uniquement travailler entre eux pour pouvoir avoir de bons spots et garder ces fameux spots pour garder l'argent pour eux. Ils ont beaucoup manœuvré pour éviter que les nouveaux soient des succès, afin de ne pas eux perdre leur statut en haut des cartes, rester là où rester là où il y a le plus d'argent justement, et continuer à se faire de l'argent. Donc Shawn Michaels c'était le leader du groupe incontestablement. C'était le plus talentueux, le plus flamboyant. C'est lui qui était là depuis le plus longtemps aussi. Et Vince McMahon était en admiration folle devant lui. Il avait une folle admiration pour lui, il le trouvait beau, flamboyant, charismatique. Alors il était tout ça, mais il y a vraiment un man crush de Vince McMahon, et ça explique en partie pourquoi il a laissé la clique agir autant, en plus du fait que Vince McMahon a beaucoup souffert, et WWF a beaucoup souffert de la perte de Hulk Hogan et Randy Savage sur les années précédentes, et donc du coup il ne pouvait pas se permettre de perdre davantage de top stars qui, qui seraient allés à la concurrence. Euh, sur ces 5 plus grosses stars en 95, il y a Shawn Michaels, Kevin Nash, Scott Hall, l'Undertaker et Bret Hart. Donc la clique, c'est 3 des 5 plus grosses stars de la compagnie. Et prendre le risque d'en perdre l'un des 3, c'est prendre le risque de tous les perdre. Donc tu peux pas prendre le risque de perdre la clique en intégralité. Ça viendra l'année suivante, mais ça on y reviendra dans une prochaine vidéo. Donc voilà, Shawn Michaels, très flamboyant, très grande gueule aussi, causait pas mal de problèmes. Il n'hésitait pas à l'ouvrir dès qu'il y a un truc qui lui plaisait pas. Ça crée beaucoup de problèmes. Il était c'était un vrai bully, un vrai, comment dire, euh, il n'hésitait pas à se moquer, à martyriser un peu ses collègues de vestiaire. Kevin Nash, c'était un peu le gars cool, voilà, dans le groupe. Euh, Tout l'inverse de Shawn Michaels a priori, très drôle et
de l'aveu de beaucoup de l'époque, c'était un peu la voix de la raison de la clique, c'était un peu celui qui était presque le seul lien entre la clique et le reste du roster, bien que la clique n'était pas isolée dans le roster non plus. Par exemple, dès qu'il y a quelqu'un qui... Enfin, quand il y avait des mecs de la clique qui étaient en tournée ailleurs, par exemple si Kevin Nash allait bosser dans une autre ville que le reste de la clique quand il sortait faire la fête, très souvent c'est Jeff Jarrett qui venait, c'est Owen Hart, c'est le Bulldog. Donc la clique n'était pas non plus hyper isolée dans le vestiaire. Euh, donc voilà, Kevin Nash il vient de WCW, il doit sa venue à Shawn Michaels qui avait besoin d'un bodyguard quelques années avant. Donc il est très reconnaissant envers Shawn Michaels de l'opportunité qu'il lui a offerte. Qu'il lui a offert. Euh, donc voilà pour Kevin Nash. Scott Hall, grand esprit du business, près de 10 ans de carrière déjà, même plus parce qu'il a commencé en 84. Pilier de la AWA, troisième plus gros territoire des années 80. Il était censé être la top star fin des années 80, devenir le champion du monde, le nouveau visage de la AWA, mais Scott Hall il a refusé, il a préféré partir de la WA parce qu'il sentait que le navire était en train de couler. Et effectivement, la compagnie allait fermer un an plus tard. Il est allé chez WCW. Il ne s'est pas passé grand chose pour lui. Du coup, il a fait le saut vers Vince McMahon, enfin chez Vince McMahon en 1992, avec la gimmick de Scott Hall, très connu, inspiré de Scarface. Donc voilà pour Scott Hall. Ensuite, le Kid, très connu du groupe par son travail sur les territoires. Et il a rejoint la clique suite à une blague. euh, Parce que le Kid se fait raser les sourcils par Kurt Hennig à la veille d'un shooting photo pour les figurines Hasbro, une petite figurine des catcheurs. Et du coup, sur la boîte, sur les boîtes des figurines, vous avez la petite figurine et vous avez ensuite sur la boîte une photo du lutteur. Et donc, Sean Waltman avait les sourcils rasés là-dessus. Et donc, pour se venger de la blague, parce qu'en fait, il ne savait pas que c'était Kurt Hennig, il y avait juste Kurt Hennig et. Enfin, de l'aveu du Kid, il y avait Kurt Hennig et Smoking Guns qui étaient à proximité. Donc, pour lui, il y avait uniquement. C'était un de ces trois-là. Ça pouvait pas être quelqu'un d'autre. Et il était ami depuis très longtemps avec Kurt Hennig. Et il s'est dit, non, il a pas, bien que Kurt Hennig soit reconnu pour être un grand blagueur, il s'est dit, il a pas pu me faire un coup comme ça, c'est obligé que ce soit les Guns. Du coup, pour se ranger lors d'un house show à El Paso, le Kid il a rempli le chapeau des Guns avec de la glu. Pour une fois qu'ils allaient mettre leur chapeau et faire leur entrée, se retrouver avec le chapeau collé. Alors, j'ai pas la fin de cette blague, mais c'est raconté par le Kid, c'est raconté par Austin aussi. Donc voilà, c'est documenté. Donc voilà, Kevin Nash a assisté à la blague, enfin au Kid qui a rempli les chapeaux de glu. Il a trouvé ça drôle et il s'est dit bah écoute viens avec nous. Et le Kid c'était un parfait complément. Il avait toutes les qualités, tous les défauts des autres membres du groupe. Mais il était talentueux dans le ring, il avait un grand esprit du business. C'était un grand fêtard, accro, dépendant à l'alcool, au médoc, à la drogue. Voilà, il avait aussi tendance à ouvrir grand sa gueule quand il y a des choses qui ne lui plaisaient pas. Donc voilà, ils étaient faits pour s'entendre, ils ont fait la route ensemble, ils se sont bien amusés. Et ils ont ensuite pris Triple H avec eux durant l'année 95. Triple H était chez WCW, il a fait le saut chez WWF, il avait la même gimmick chez WCW, c'est un aristocrate français. Là, il arrive chez WWF durant l'année 95, ce sera un aristocrate américain, donc Greenwich dans le Connecticut. Quoi dire d'autre sur Triple H? DDP quand Triple H a fait le saut, DDP a appelé Kevin Nash, pardon, pour lui dire que ce mec-là c'était un bon petit gars, donc il ferait bien de le prendre avec eux. Triple H n'était pas au courant que DDP avait appelé Nash, et donc Nash était au courant un peu du profil de Triple H. Terry Taylor avait dit également à Triple H quand il était chez WCW que s'il allait chez WWF, s'il voulait réussir là-bas, il fallait qu'il traîne avec la clique. C'était le seul. C'était le seul. C'est pas la seule manière de réussir, mais c'était la manière la plus simple et la plus rapide. Ce que Triple H a fait, il allait voir la clique qui s'est présentée. Le mec buvait pas, il fumait pas, il prenait pas de drogue. Donc il s'est dit ok, tu seras le chauffeur.
Et Triple H a appris, il a payé ses 12 comme on dit, 12, c'est 12, bref, euh, en étant un peu le porteur de sac voilà, du groupe. Il était celui qui s'occupait du groupe quand eux ne pouvaient pas s'occuper d'eux eux-mêmes, parce qu'il était trop défoncé pour le faire. Et du coup, voilà comment Triple H est arrivé chez WWF. Il a beaucoup appris backstage grâce à eux. Et ensuite, dans le ring, il a été bien booké à l'écran. Parce qu'il était que dans des petites feuds, vu que c'était un quart d'heure heel, que dans des petites feuds qu'il pouvait gagner. Donc forcément, aux yeux des fans, il était progressivement installé. Et la gimmick a bien pris en tout cas. Même si c'était pas une gimmick viable sur le très long terme. Mais heureusement pour lui, ça n'a pas non plus duré 1000 ans. Donc l'année 95, elle s'ouvre euh, avec Shawn Michaels au commentaire. Voilà, commentateur, donc ça peut pas être une mauvaise année. Hein. Voilà, Shawn Michaels qui se met hyper over, hein, plus qu'autre chose. Alors pour l'année 95, on va commencer, dans l'ordre, on va commencer avec le Royal Rumble. Euh, donc je vais vous afficher à chaque fois la carte des shows. Euh, alors c'est maintenant au bout de, ça fait combien de temps de vidéo? Plus de 10 minutes. Que je vous annonce que je ne vais pas faire toute l'année, je pense, sur une seule vidéo, à moins que j'aille très vite. Mais ça m'étonnerait, je pense que la vidéo sera divisée au moins en deux parties, ou en trois, voire en trois. Mais je pense que ce sera pas en une seule vidéo. Il y a très très peu de choses. Donc c'est parti pour le Royal Rumble 1995. Donc le Royal Rumble en 95, ça commençait déjà à être un petit événement. Avant, jusque 91, c'était juste un match qui avait lieu une fois par an, c'était rigolo, mais ça n'avait pas une grande importance. En 92, pour la première fois, c'est un enjeu, c'est le championnat WWF qui était vacant et qui va être remporté par Ric Flair. 93-94, ça permet d'avoir un title shot à WrestleMania contre le champion du monde. Et du coup, depuis 3-4 ans, ça commence à s'installer progressivement comme un événement, le Royal Rumble, quelque chose qu'il ne faut pas rater. C'est plus qu'un simple match. Et le business est dans une très très mauvaise période à l'époque. Donc là, vous pouvez aller voir la vidéo que j'ai faite sur la chaîne, donc la dernière vidéo en date, pour voir pourquoi le business est très très bas. Euh, et donc du coup, plus que parier sur un seul match, Vince McMahon s'est dit qu'il faut faire une carte solide pour donner envie aux gens d'acheter le pay-per-view. Et effectivement, il a fait une carte vraiment très solide. C'est je pense que c'est le deuxième meilleur pay-per-view de l'année, derrière les Survivor Series où on y reviendra plus tard. Mais la carte est peut-être malheureusement un petit peu trop solide, un peu trop bonne, parce que ça manque cruellement de star power dans le Royal Rumble, l'un des plus mauvais Royal Rumble je pense de l'histoire. Donc pour revenir sur la carte qui s'affiche, donc je parle pas du match en pré-show parce que bon, bah, je l'ai pas vu. Hein. Mais le show s'ouvre avec Jeff Jarrett contre Razor Ramon pour le championnat intercontinental, un match de 18 minutes, un excellent combat que je vous encourage à aller voir. Vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo également tous les matchs que je vous recommande sur l'année. Voilà, je pense que je vais en mettre une quinzaine pour pas trop charger. Mais il y a vraiment un top 10, top 15, voire même top 20 de très grande qualité sur l'année 95, de bien meilleurs niveaux que plein d'autres années à mon avis, de WWF et des années WWF, WWE aussi. Donc voilà. Pour ce qui est des matchs, Jeff Jarrett qui bat Razor Ramon donc, pour devenir le champion intercontinental, un match plein de psychologie de Jeff Jarrett qui joue sur le côté très fier du bad guy pour finir par remporter la ceinture. L'Undertaker qui va battre IRS, l'Undertaker qui va donc rentrer en feud avec la Million Dollar Corporation de Ted DiBiase, qui est un clan de heel. Ça va tourner autour de l'urne et ça va être très chiant, très nul aussi. Diesel, dans l'un des 5 meilleurs matchs de l'année, je dirais, va faire match nul avec Bret Hart pour le championnat du monde WWF en 27 minutes. Diesel qui va passer une année très frustrante. Nouveau champion, c'est un champion qui va pas du tout drawer. Il y a souvent cette question, est-ce que Nash c'est le plus mauvais champion du monde de l'histoire? Factuellement, je dirais peut-être oui. Enfin, pour un champion qui a eu un règne suffisamment conséquent, parce que voilà, il y a plein d'exemples comme Rob Van Dam ou Rey Mysterio, voilà, c'est tout petit règne minuscule qui forcément n'ont mené à rien. Et pour un champion qui a été vraiment installé, Nash, c'est un nom qui revient beaucoup, mais il n'a pas du tout été aidé. Nash, il est heel l'année d'avant, il tourne face aux series et il prend le titre 2-3 jours après contre Backlund, donc
C'est quelque chose qui a été vachement hot-shoté. Derrière, il va avoir un booking très discutable, Kevin Nash, parce que derrière, il va affronter Bret Hart, qui est le catcheur le plus populaire. Pourquoi Bret Hart a été choisi? L'une des raisons, c'est parce que c'est un ancien champion. Bret perd le titre aux Series contre Bob Backlund, et Bob Backlund le perd 2-3 jours ensuite contre Kevin Nash. Donc Bret Hart n'a pas eu de revanche contre Backlund parce qu'il n'a pas eu le temps. Et puis il était parti aussi quelques mois. Quand il revient, il a son rematch pour le championnat du monde. Mais ce qui aide pas Nash, c'est que Bret, c'est le catcheur le plus populaire de la compagnie, très largement. Donc, premièrement. Deuxièmement, Bret il joue un peu le heel, mais bon, ça marche pas trop. Nash le dit lui-même, on me donne la responsabilité d'être le numéro 1, mais on me laisse pas battre Bret Hart. Donc déjà quand tu es champion du monde, tu peux pas battre Bret Hart, ça la fout déjà un peu mal. Bret Hart aussi a été choisi pour la première défense de Kevin Nash pour l'installer. C'est celui qui a amené Kevin Nash à son meilleur match jusque-là. C'est au King of the Ring 94, que je vous recommande aussi, même si c'est pas de l'année 95. On va passer sinon, je vais faire trop long. Quatrième combat du soir, match pour le titre par équipe qui est vacant. Le One Two Kid et Bob Holly vont battre Bam Bam Bigelow et Tatanka dans la finale d'un tournoi. Le Kid et Bob Holly qui étaient en équipe depuis quelques semaines. Le Kid qui a demandé à ce que ce soit Bob Holly qui prenne la victoire finale parce que c'est toujours le Kid qui gagnait les combats pour l'équipe. Et le Kid était beaucoup plus populaire que Bob Holly, pardon, et c'est pas forcément très bien dans une équipe quand tu as un lutteur qui est beaucoup plus populaire que l'autre. Donc le Kid a demandé à Pat Patterson à changer le finish. Pat Patterson a refusé. Enfin, Pat Patterson a refusé. C'est Vince McMahon qui donne les directives, qui donne qu'est-ce qui doit se passer dans les combats et comment ça doit se terminer. Ensuite, c'est au catcheur de broder tout autour d'éventuels éléments scénaristiques pour amener au finish souhaité par Vince McMahon. Pat Patterson était là pour aider les catcheurs à éventuellement construire leur combat s'ils en avaient besoin. Et donc, Pat Patterson ne pouvait pas s'avancer à changer un finish souhaité par Vince McMahon. Donc le finish a été gardé. Bob Holly, lui, s'en foutait de son côté parce que lui, tout ce qu'il voulait, c'était se faire de l'argent. Et puisqu'il était prévu pour devenir champion par équipe, lui s'était dit que si je suis champion par équipe, je vais être plus souvent à la télé, je vais être dans des programmes plus régulièrement, donc je vais me faire plus d'argent. Vu que je vais être dans un programme important, puisque c'est quand même un championnat, c'est censé être important, mais le championnat par équipe, c'est plus un championnat qui va être important véritablement. Et normalement, si je suis champion, je vais être plus souvent un pay-per-view. Donc, je vais me faire de l'argent, donc peu importe si c'est pas moi qui gagne, je m'en fous. Malheureusement, ils perdent le titre le lendemain contre les Smoking Guns. C'était prévu que les Smoking Guns aient un title shot le lendemain du Rumble et ils vont récupérer les titres. La défaite de Bam Bam Bigelow et de Tatanka va mener à une embrouille avec Lawrence Taylor, qui est une grande star de la NFL de l'époque, qui est aux abords du ring. Voilà, Bam Bam Bigelow va se prendre la tête et il va penser que Lawrence Taylor se moquait de lui pour la défaite contre un gabarit plus petit. Donc voilà, il va prendre la mouche, ça va se chauffer avec Lawrence Taylor, il va le pousser. Ça mènera à un match à WrestleMania. Ensuite, on a le Royal Rumble match qui va durer 38 minutes, qui commence avec Shawn Michaels et British Bulldog en numéro 1 et en numéro 2. On va finir sur les deux et c'est Shawn Michaels qui va remporter le match pour pouvoir aller défier Kevin Nash à WrestleMania. Donc je disais tout à l'heure, un très mauvais Royal Rumble, déjà parce qu'il n'y a pas de Star Power, et preuve en est pour éviter que... Alors aujourd'hui le Royal Rumble, je crois que c'est une entrée toutes les 1 minute 30 à peu près. Et là je crois que c'était toutes les 1 minute on envoie un catcheur, pour éviter de donner des moments trop longs entre deux entrées, pour éviter que les gens se rendent compte que, ah ouais, en fait ce qu'on regarde c'est un peu nul quoi. Donc voilà, on envoie les gens très rapidement, des fois ça dure moins d'1 minute entre deux entrées, pour ne pas laisser les gens réfléchir, entre guillemets, qu'il se passe toujours quelque chose, il y a une entrée. Donc voilà, il se passe pas grand chose. C'est Shawn Michaels qui a eu l'idée de rentrer numéro 1 et de gagner en tant que numéro 1. Parce que, alors, pour lui, sa version à lui, c'était il avait besoin d'avoir une énorme performance pour arriver en tant que menace contre Nash. Parce que quand tu as un très grand babyface, gigantesque, très musclé, et que tu as un heel beaucoup plus petit qui se présente face à lui,
c'est difficilement une menace crédible sur le papier. Donc Shawn Michaels avait besoin d'une très grosse victoire. Je pense que pour son ego aussi, ça n'a rien, ça n'a rien gâché. Pat Patterson était d'accord avec cette idée. Et Vince McMahon s'est laissé convaincre par Pat Patterson parce qu'il avait une totale confiance en Patterson. Mais pour éviter le fait que Shawn Michaels se fasse trop applaudir par les fans, parce que le but c'était pas qu'il tourne face, donc les fans l'apprécient trop. Parce que quand tu rentres numéro 1, forcément, tu dois tenir à la distance, tu dois être courageux, valeureux, etc. Montrer des valeurs un peu de babyface, quelqu'un qui s'accroche tout le temps, etc., qui résiste à tous les catcheurs. Et pour éviter que les fans soient tentés, entre guillemets, de se mettre à applaudir Shawn Michaels pour sa grosse performance, parce que c'est in kayfabe une grosse performance de rentrer numéro 1 et de faire tout le Rumble et de le gagner en plus. Pat Patterson a décidé est venu avec l'idée de mettre un très gros babyface en numéro 2 et lui aussi ferait tout le Royal Rumble pour contrebalancer cet effet. Ce sera le British Bulldog, qui est la deuxième plus grosse star de ce Rumble, pour contrebalancer, puisque le Bulldog va faire exactement la même chose. Voilà, il va s'accrocher, il va être valeureux, il va tenir à la distance. Et les fans auront plus tendance à applaudir un face qu'un heel, même si les deux réalisent la même performance. Le petit problème du truc, c'est que quand même Shawn Michaels va être la grosse star du combat, 3 têtes au-dessus de tout le monde. On va avoir que lui dans ce Rumble quasiment. Il va voler le show très largement. Et il obtient aussi, en remportant le match, le fait d'être accompagné à WrestleMania par Pamela Anderson. Le finish, le fameux finish, voilà, qu'on voit tous les ans lors du Royal Rumble, ce finish un peu légendaire, enfin qui est devenu carrément légendaire. Avec le Bulldog qui envoie Shawn Michaels par-dessus la troisième corde, Shawn Michaels qui se retient, qui revient dans le ring pour ensuite éliminer le Bulldog. Vince McMahon n'était pas du tout d'accord avec ce finish, enfin il n'était pas du tout pour à la base, parce qu'il faut savoir que l'année d'avant, 1994, Bret Hart et Lex Luger vont s'éliminer tous les deux en même temps, et il n'y aura pas de vainqueur sur le Royal Rumble 94, il y aura 2 vainqueurs, et Vince McMahon aux yeux de Vince McMahon, c'est cette décision-là qui a définitivement enterré Lex Luger. Parce que déjà que Lex Luger n'était pas hyper populaire, enfin il était très populaire, mais aux yeux des fans, c'était c'était le, comment dire, c'était l'incarnation que Lex Luger ne pouvait pas gagner un très gros truc. À SummerSlam 93, il est contre Yokozuna pour le titre de champion du monde. Il le bat que par des comptes extérieurs, il remporte pas le titre et pourtant il célèbre comme si c'était la plus grande victoire de sa carrière. Il passe un peu pour un con, il réussit pas à gagner le championnat. Au Royal Rumble, il réussit pas à gagner le Royal Rumble, même s'il est contre Bret Hart, le catcheur le plus populaire. Malgré tout, il n'y arrive pas. Et cette espèce de non-décision qui, aux yeux de Vince McMahon, a plombé Lex Luger. Et il voulait pas qu'il y ait un espèce de deuxième volet au Rumble 95 et il n'était pas pour ce finish. Michaels s'en a convaincu, puisque McMahon adorait Michaels, il s'est laissé convaincre, il a dit ok, mais à condition que tu passes par-dessus la troisième corde, tu te retiens. Il était prévu que Michaels touche le sol avec un seul pied, revienne tout de suite et élimine le Bulldog. McMahon lui avait dit, surtout t'en rajoutes pas, parce que si jamais tu glisses, c'est fini, il n'y a pas de rattrapage. Alors ils auraient trouvé une couille pour mettre Michael contre Nash quand même. Mais Michael il a dit ok. Il fait son spot, il va quand même en rajouter des caisses, cette fameuse image avec voilà, la jambe qui balance, est-ce que ma jambe va toucher le sol ou pas. Et au final ça a donné une image qui est restée et qui donne bien quand même. Donc Vince McMahon, puisque ça a bien fonctionné, il n'était pas en colère. Shawn Michaels, il était content, il a réussi son coup. Il va à WrestleMania dans ce qui est censé être le main event. Donc tout va bien dans le meilleur des mondes. Alors donc voilà pour le Royal Rumble. Un show que je vous conseille, vraiment, c'est l'un des 2 meilleurs shows de l'année. Oui aussi, je vais parler de Pamela Anderson très rapidement.
Parce que souvent quand on parle de l'année 95 ou qu'on lit des choses sur l'année 95, quand on parle de Pamela Anderson, on dit souvent que qu'elle était là sans avoir envie d'être là, qu'elle faisait un peu la gueule, machin, etc. etc. Et ben en fait, le truc, c'est que c'est prévu, c'est dans la storyline. C'est pour ça qu'elle fait la gueule. Pamela Anderson, c'est une petite face toute gentille. Elle se retrouve à devoir aller à WrestleMania avec Shawn Michaels. Shawn Michaels, sur sur tous les segments, sur beaucoup de segments à Raw entre le Rumble et WrestleMania, on voit Shawn Michaels se pavaner, très fier de lui avec Pamela Anderson à côté de lui, sur certaines vignettes. Dans l'esprit de Michaels, c'est Pamela Anderson qui a de la chance d'aller à WrestleMania avec Monsieur Shawn Michaels. C'est pas Shawn Michaels qui a de la chance d'aller à WrestleMania d'être accompagné de Pamela Anderson. C'est tout l'inverse pour Shawn Michaels. Et du coup, Pamela Anderson, bah, elle est un peu désemparée devant ce mec arrogant et elle joue la fille qui a pas du tout envie d'être avec ce gars-là. Et elle joue très bien son rôle. C'est comme Lita en 2005 quand elle est obligée d'être avec Kane alors qu'elle est avec Matt Hardy de base. Eh ben, Lita, elle incarne la femme qui a pas envie d'être avec Kane mais qui est obligée. Et ben, là, Pamela Anderson, c'est exactement la même chose. Et elle joue très bien son rôle, je trouve. Donc voilà, euh, petite parenthèse Pamela Anderson. Ensuite, le mois de février, on va se diriger vers WrestleMania directement, déjà, parce qu'il n'y a pas grand chose entre le Rumble et Mania. La route vers WrestleMania avec Lawrence Taylor, voilà, qui apparaît dans les shows hebdo et qui accepte le challenge lancé par Bam Bam Bigelow pour un combat à WrestleMania. WrestleMania qui aura lieu au Hartford Civic Center dans le Connecticut. Alors de base, j'ai lu que ça devait être, je crois, à Los Angeles, mais la décision a été changée durant l'année 94. Ils ont changé les plans parce que la compagnie avait tellement une mauvaise réputation que qu'est-ce qu'ils ont fait pour se redonner un boost à leur image, ces petites merdes, ben, ils ont décidé d'aller dans le Connecticut pour se faire de la pub en association avec les Jeux Paralympiques qui aura lieu durant l'année 95 dans cette même ville, dans le Connecticut. Donc, du coup, ils se sont fait plein de vignettes, plein d'événements en collaboration avec les Jeux Paralympiques, dans le seul but de se redonner une belle image. Donc c'est vraiment détestable, c'est dégueulasse. Et il y a plein de vignettes durant les shows, à Raw, à Superstars, pour montrer les superstars, montrer les catcheurs qui vont à la rencontre des lutteurs, des sportifs paralympiques. Alors, je ne mets pas la faute du tout sur les catcheurs parce que je pense qu'ils étaient contents de faire ça, de participer à ces événements-là pour la bonne cause, pour mettre en avant les Jeux paralympiques. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est quand même assez médiatique. À l'époque, je pense que c'était beaucoup moins médiatique. Alors, s'ils ont pu donner un petit peu d'exposition à leur échelle aux Jeux paralympiques, donc c'est très bien. Mais WWF, c'est pas dans un but innocent qu'ils ont fait ça. C'est juste pour leur image à eux. Voilà, c'est juste pour leur image à eux et je trouve ça très très dégueulasse. Lawrence Taylor qui vient, c'est quelque chose qui a été. Alors, c'est quelque chose qui n'a pas fonctionné du tout dans les taux de pay-per-view. Parce que, quand même, le WrestleMania qui arrive, WrestleMania 11 en 95, même avec Lawrence Taylor, c'est le WrestleMania qui a le moins été acheté de l'histoire des WrestleMania à l'époque. Donc, sur tous les WrestleMania qu'il y a eu, WrestleMania 11, c'est celui qui a le moins bien marché en pay-per-view. Donc, le coût marketing et médiatique, Lawrence Taylor n'a pas du tout fonctionné. En partie, je pense, à cause de la presse écrite. Parce que Lawrence Taylor c'était une grosse star, donc ça aurait dû fonctionner. J'ai trouvé deux déclarations de Dave Anderson du New York Times, qui était un des journalistes, 1, 2, 3, qui était un des journalistes sportifs les plus renommés du pays. Donc ce fameux Dave Anderson a écrit dans l'un de ses papiers, et je cite, Taylor a accepté des dommages permanents à sa dignité, la dignité qui a dominé sa carrière de linebacker aux Giants. Aucun quarterback ne l'a jamais accusé de coup bas, donc de triche, tout ça. Mais maintenant, il va être impliqué dans de fausses cascades qui proviennent de sa présence, qui découlent de sa présence ringside au Royal Rumble.
Voilà. Et ensuite, plus critique encore, Bob Glauber de Newsday a déclaré que l'implication de Taylor serait, et je cite, le plus grand embarras de sa vie et qu'il perdra son statut de légende pour enfiler celui de simple sportif pathétique. Donc c'est quand même vachement virulent comme critique. Donc ça avait juste pour but de faire vendre du papier, faut pas se leurrer non plus. Parce qu'il faut savoir que Lawrence Taylor, c'est pas la première fois qu'il vient au catch. Il est allé chez WCW au début des années 90. Je crois que c'est 91. Je suis pas très sûr, c'est peut-être 92. Mais selon moi, c'est 91. Et à ce moment-là, personne n'en a parlé. Enfin, ou très peu. Et pas dans ces propos-là, parce que WCW, ça n'avait pas une mauvaise image au début des années 90. Donc, que Lawrence Taylor, il fait un petit tour, ça n'avait pas de grosses découlées. Là, l'une des plus grosses stars de la NFL va dans une compagnie à très mauvaise réputation, donc on va en parler, on va écrire. Parce que déjà, Lawrence Taylor, c'est un sujet qui fait vendre parce que c'est une très grosse star. WWF, c'est un sujet qui fait vendre parce qu'il y a plein de casseroles qui sont sorties dans la presse euh, sur toutes les années qui ont précédé l'année 95. Donc forcément, on va parler d'une grosse star qui va dans une compagnie qui fait beaucoup, enfin dans une entreprise qui fait beaucoup parler. Donc forcément, on va écrire dessus, mais on va pas écrire que c'est bien. On va écrire que c'est une honte, etc. On va faire du buzz parce que forcément, ça fait vendre. Donc voilà pourquoi ça a été, euh, ça a été orienté de ce côté-là. Après, peut-être que les mecs, enfin les gars en question, Dave Anderson et Bob Glauber, détestaient le catch aussi, ça peut être ça. Mais je pense que c'est plus orienté vers un aspect pécunier, à mon avis. La gueule en Taylor a été bien reçue par l'ensemble du vestiaire, parce que déjà, pour citer Jim Cornette, les boys étaient des marques de foot, donc ils étaient contents de voir Lawrence Taylor arriver. C'était un vrai sportif, donc contrairement à Mr. T par exemple, ça a été bien reçu. Et voilà. De toute façon, les gars, ils voulaient du pognon. Ils voient que dans le business, c'est pas non plus une grosse période avec plein d'argent. On se dit, si on fait WrestleMania, on va se faire plus d'argent que d'habitude. Si on rajoute une star extérieure qui vient au catch, il ne peut que ramener du pognon supplémentaire. Donc, tout le monde était content. Voilà. Sauf Shawn Michaels et Kevin Nash, je pense qu'ils étaient dégoûtés de ne pas être en main event. Mais pour tout le reste du roster, ils se sont fait un chèque un petit peu plus gros à mon avis, donc tout le monde était quand même plus ou moins content. On est à une demi-heure de vidéo, donc je pense qu'on va faire WrestleMania et le premier In Your House, et ensuite on va clôturer, on fera, et je posterai les autres morceaux plus tard. Pour ce qui est de WrestleMania, on va regarder la carte. C'est pas un bon show, WrestleMania je vous le conseille pas du tout. 7 matchs sur la carte, voilà que je vous affiche. En opener, les Allied Power, donc Lex Luger et le British Bulldog vont battre les Blue Brothers. 6 minutes RAS. Razor Ramon va battre Jeff Jarrett par disqualification dans un match pour le championnat intercontinental en 13 minutes. Razor Ramon qui était dégoûté de voir son programme continuer avec Jeff Jarrett. Alors dans l'absolu, ça va quand même être une des meilleures feuds de l'année, je pense. L'une des 3 ou l'une des 5 meilleures storylines de l'année. Parce qu'après les Survivor Series 1994, donc quelques mois plus tôt, Vince McMahon avait dit à Razor Ramon, à Scott Hall, que il allait tourner heel et qu'il aurait un programme contre l'Undertaker à WrestleMania. Razor Ramon était hyper content parce qu'il allait enfin retourner heel, il attendait que ça depuis de longs mois déjà. Et en plus, ça allait être contre l'Undertaker, une star hyper populaire, donc ça allait être un programme à pognon. Et Scott Hall, on sait qu'il a un énorme rapport à l'argent, enfin un rapport très démesuré à l'argent. Il aime beaucoup l'argent, Scott Hall. Donc il était dégoûté. Il était prévu qu'il drop le titre contre Jeff Jarrett au Rumble et qu'ensuite il tourne heel et finalement Vince McMahon lui a dit que en fait non. Donc voilà, donc la feud avec Jeff Jarrett allait continuer. Donc Razor Ramon était bien dégoûté. Ensuite l'Undertaker qui continue sa feud avec la Million Corporation, il affronte King Kong Bundy dans un match horrible. Voilà, l'un des plus mauvais matchs de l'année en pay-per-view. Voilà. RAS. Owen Hart et son partenaire mystère, qui ne sera nul autre que Yokozuna, vont battre les Smoking Guns pour devenir les nouveaux champions par équipe en moins de 10 minutes. Voilà, le partenaire mystère c'était pour faire attiser la curiosité des gens et leur donner envie d'acheter le pay-per-view, tout simplement. Il y a eu beaucoup de rumeurs, j'ai vu sur le net qu'à l'époque on parlait beaucoup, les rumeurs parlaient beaucoup de Chris Benoit pour former une équipe 100% canadienne, mais a priori c'était pas du tout dans les plans de WWF. D'ailleurs,
C'est même Chris Benoit, en fin d'année, fin d'année vers septembre je crois, il va passer un try-out, un espèce de test chez WWF sous Bret Hart. Voilà, c'est Bret Hart qui va le coacher, et il va avoir des matchs d'essai contre, je crois, Owen Hart, euh, Billy Gunn et le Kid, je crois. Je crois que c'est 3 adversaires. Ou Bob Holly. Je crois, ouais. Je crois que c'est Owen Hart, le Kid et Bob Holly. Et, et Pat Patterson et Jim Ross vont décliner. Euh, enfin, vont refuser la venue de Chris Benoit. Voilà. Donc, sous le choc a priori de Bret Hart. Voilà. Parce que la compagnie a besoin de 109 et de nouveaux talents. Et Chris Benoit était un très gros talent. Et voilà. Bret Hart en plus était dégoûté parce que c'est quand même lui qui l'a un peu coaché avant les matchs de try-out. Et ça n'a pas fonctionné, donc il en a pris un petit peu un coup à son ego. Donc voilà. Owen Hart et Yokozuna qui n'étaient pas du tout contents d'être dans la division par équipe, faut le savoir. Owen Hart, il a passé l'année 94 à être la top star heel de la compagnie. Il a feudé toute l'année avec son frère. Et in kayfabe, Owen Hart, dans son cheminement, il s'est dit, je vais prouver à tout le monde que je suis meilleur que Bret Hart. Donc je vais refaire la carrière de Bret Hart, mais je vais la faire en mieux. Bret Hart, il a commencé sa carrière chez WWF en tant que lutteur par équipe avec Jim Neidhart, et donc du coup, il est devenu champion par équipe avec Neidhart. Et Owen Hart s'est dit, je vais aussi devenir champion par équipe. Et Owen Hart n'était pas du tout d'accord parce que, alors le cheminement est plus ou moins compréhensible, mais la réalité, et Owen Hart le savait très bien, c'est que c'était une très grosse dévotion, rétrogradation dans la hiérarchie, parce que quand tu passes de top star, main eventer, heel à mid-carder, parce que tu es dans la division tag, ça fait un peu mal. La grosse rétrogradation fait un peu mal. Même chose pour Yokozuna. Yokozuna, lui, il impute ça à la clique. Parce que Yokozuna, 1993-1994, lutteur solo, champion du monde lors des 2 années. Très grosse menace dans le roster. Il s'est dit, il est parti quelques mois, c'était pour perdre un peu de poids, a priori parce qu'il était en mauvaise santé. Au final, il revient encore plus gros que quand il est parti, donc ça c'est un peu con. Et il s'est dit, je vais revenir, je vais avoir le même statut, donc grosse menace heel, et je vais être main eventer. Donc c'est là où il y a le plus d'argent. Et Yokozuna impute son dépush à la clique qui commençait à s'installer en main event. Parce que Kevin Nash est champion du monde, Shawn Michaels est dans le programme pour le titre de champion du monde. Tout ça s'est déroulé pendant que Yokozuna n'était pas là. Yokozuna, son retour approchait. Et selon Yokozuna, la clique a manœuvré pour ne pas le faire revenir en tant que lutteur solo, pour éviter qu'il ne vienne prendre l'un des spots de main event. Donc du coup, selon Yokozuna, c'est pour ça qu'il atterrit dans la division par équipe. Voilà. Donc les deux n'étaient pas contents de leur traitement. Le match pas spécialement à voir contre les Guns. Pas spécialement à voir. Bret Hart contre Bob Backlund dans un I Quit match arbitré par Roddy Piper. Match de 9 minutes, très mauvais match, à ne surtout pas regarder. Bret Hart qui déteste ce combat parce qu'il dit que Roddy Piper a tourné ce match en ridicule à cause de son trop gros nombre d'interventions. Je suis d'accord avec lui. Voilà. Et ensuite, les 2 derniers matchs. Le match qui aurait dû être en main event selon moi, Diesel accompagné de Pamela Anderson, qui ne pouvait tellement pas saquer Shawn Michaels qu'elle a décidé d'accompagner son challenger, enfin son adversaire plutôt, le babyface. Donc comme quoi Pamela Anderson, voilà, son personnage était logique. Qui bat Shawn Michaels accompagné de Sid et de Jenny McCarthy dans une moindre mesure. Sid qui est le nouveau bodyguard de Shawn Michaels à l'époque, parce que Shawn Michaels il avait dans l'idée que de manière crédible il pouvait pas dominer Nash et avoir une hit de plusieurs minutes contre Nash, voilà, qui était plus grand que lui, plus fort que lui, tout ça. Donc il s'est dit, il a poussé encore une fois Vince McMahon à lui trouver un bodyguard, et la clique a pensé à Sid parce que la clique trouvait que Sid il dégageait du pognon, enfin il incarnait le pognon, voilà. Je suis plutôt d'accord avec eux, hein. Je dirais que son gros problème c'est les promos quand même, parce que c'est le pire promo guy de l'année quand même. Si.
il dégage quelque chose, hein, il inspire la crainte, tout ça, mais dès qu'il ouvre la bouche, c'est pas possible. Il passe son temps à crier pour rien. Très très mauvais au micro aussi, horrible. Et ça va donner, je pense, le deuxième meilleur match de la carrière de Nash. Deux ou troisième, voilà, il y a match avec le match du Rumble contre Brett. Et voilà. Diesel qui conserve le titre en 20 minutes, très bien. Et dans le main event, Lawrence Taylor va battre Bam Bam Bigelow en 11 minutes 42. Très bon match quand on pense que c'est le premier match de la carrière de Lawrence Taylor. Donc voilà. Très bon match pour les circonstances, hein. Sinon c'est pas un si bon match que ça. Mais Bam Bam Bigelow fait un travail extraordinaire pour porter Lawrence Taylor. Donc Bam Bam Bigelow qui va perdre la Million Dollar Corporation, donc son clan de heel, ne va pas lui pardonner cet affront et du coup Bam Bam Bigelow il va tourner face plus tard, quelques jours après Arrow. Arrow va super ça, je sais plus où est le turn mais voilà. Pour parler de WrestleMania, 16 000 personnes, 750 000 $ de billetterie, donc c'est plutôt pas mal, mais seulement 340 000 pay-per-view achetés. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est le plus faible Mania à l'époque en pay-per-view. Et les plans, et ah oui, il y avait des plans de faire revenir en cas de succès Lawrence Taylor à SummerSlam pour le mettre en équipe cette fois avec Bam Bam Bigelow contre la Million Dollar Corporation. Mais vu que ça n'a pas du tout fonctionné, on a oublié cette idée et Lawrence Taylor n'est jamais revenu catcher. Après WrestleMania, Shawn Michaels tourne face, voilà, dans un segment où Sid est popé, et ça je trouve ça quand même vachement drôle. Dire que même à l'époque, déjà à l'époque, on tentait des trucs qui fonctionnaient pas du tout. La storyline en gros, l'angle, c'était que le lendemain de WrestleMania, Kevin Nash il arrive et il se félicite, il est content d'avoir réussi à conserver le titre contre Shawn Michaels et il dit Shawn Michaels, franchement, il m'a impressionné et tout ça, et je pense qu'il n'a pas besoin de son garde du corps. Donc tu sais quoi, Shawn Michaels, si tu acceptes de laisser Sid de côté, enfin au vestiaire ou machin, si tu acceptes de venir en 1 contre 1 tout seul, je t'offre un rematch, une nouvelle opportunité. Et en fin de show, en main event, enfin c'est le dernier segment du show de Raw, Michaels arrive accompagné de Sid et c'est pour une promo, je crois que c'est avec Vince McMahon. Et Michaels accepte le challenge de Kevin Nash sous ces conditions. Donc il dit Sid ne sera pas là. Donc Sid il commence à s'énerver de son côté. Et Michaels il dit ouais, dégage. En gros, il lui dit vas-y dégage. Va au vestiaire, je finis la promo tout seul. Donc Sid il commence à s'en aller, puis au final, il se révolte un peu et il va attaquer Michaels. Et il est popé. Tout le public acclame Sid, il va mettre 3 powerbombs à Shawn Michaels, les 3 powerbombs vont être acclamés. Et le truc, parce que en fait, dans l'exécution, Michaels il passe pas du tout pour un face. Parce que dans sa manière de se comporter, dans sa delivery, il a toujours son côté très arrogant de heel, parce que forcément il n'allait pas passer d'un personnage tout noir à tout blanc en un claquement de doigts, il faut que ce soit un peu plus progressif, un peu plus nuancé. Mais le fait est que dans l'exécution c'est mauvais parce que quand tu regardes juste la scène, même moi je savais déjà comment ça se passait, mais même moi je pense que n'importe qui se dit bah ouais en fait c'est Sid le gentil, parce que Sid en gros c'est le larbin qui se révolte contre le mec qui lui manque de respect, qui a aucune considération pour lui. Forcément il se libère de ses chaînes Sid en gros. Et, toute la foule l'interprète comme ça, parce que toute la foule pop Sid. Et je trouve ça très très drôle. Alors quelques jours plus tard à Superstars, ils vont rectifier le tir parce qu'ils vont mettre Sid dans la Million Dollar Corporation et là il n'y a pas de doute possible, Sid il est heal. Et cette attaque va entraîner Michaels in kayfabe en dehors des écrans pendant quelques semaines pour soigner la blessure causée par Sid. En réalité, il allait aussi soigner des blessures parce qu'il était blessé. C'est la période où les pay-per-view vont commencer tous les mois. WCW, alors eux, c'est pour accroître leur popularité, pour essayer de grignoter un peu plus de terrain sur le marché américain, parce que WCW était à l'époque était pas dans une optique de concurrencer WWF, mais était dans une optique de voir leur compagnie grossir.
On verra un peu plus tard qu'ils vont avoir un deal à l'étranger, notamment en Chine en l'occurrence. Mais là voilà, sur le marché américain, on commence à produire des pay-per-view tous les mois pour que les gens qui ont des boîtes à pay-per-view à l'époque, ils voient qu'ils aient la possibilité tous les mois de s'acheter un pay-per-view WCW. Donc à force que les pay-per-view arrivent, donner envie aux gens de ah bah tiens, pour une fois on va le prendre, on va regarder, on va voir ce que c'est, et gratter petit à petit une plus grande audience. Et notamment dans les fans de catch aussi. WWF également vont se mettre à lancer des pay-per-view tous les mois. C'est des pay-per-view qui, quand ils ne seront pas ceux du Big Five, donc à l'époque Royal Rumble, WrestleMania, SummerSlam, Survivor Series et King of the Ring. Donc quand ce ne sera pas un mois avec l'un de ces 5 pay-per-view, ce sera un pay-per-view qui s'appellera In Your House. Donc ce sera un pay-per-view moindre. En gros, c'est un show qui sera entre Raw et les pay-per-view du Big Five dans la hiérarchie, dans l'importance. Et en plus, les pay-per-view jusque-là chez WWF, donc tous les pay-per-view qui ont eu lieu, donc à savoir tous les Royal Rumble, tous les WrestleMania, tous les SummerSlam, tous les Survivor Series et les 2 éditions du King of the Ring, n'ont jamais été déficitaires. WWF a toujours gagné de l'argent en produisant un pay-per-view. Jusque-là, jusqu'à WrestleMania 11. Donc voilà, c'était aussi un bon plan économique, en plus d'empêcher la progression de WCW. Anecdote sur le premier In Your House, c'était le jour de la fête des mères, et il y avait une belle maison à gagner en Floride. Alors j'ai oublié de prendre le nom, mais voilà, je suis un peu con. Un jeune garçon va jouer pour ses parents et va remporter la maison. Une famille qui vivait à New York va donc déménager en Floride pour vivre dans la jolie maison. Jolie maison qui sera vendue 6 mois plus tard pour 175 000 $. Donc voilà, belle maison. Et ensuite, toute cette petite famille va aller vivre dans le Nevada. Et les 175 000 $ vont notamment être utilisés pour offrir des études aux petits qui a gagné la maison. Petite anecdote qui sert à rien, mais petite anecdote quand même. Pour le premier In Your House, alors je sors la carte également et on va regarder ça. Jean-Pierre Lafitte, Bob O'Bowley dans le pré-show. Bon, ça je l'ai pas vu, donc peu importe. Bret Hart va battre Hakushi dans un excellent combat que je vous recommande, qui sera dans les recommandations. Razor Ramon va à nouveau se frotter à Jeff Jarrett et le Roddy. Dans un match handicap, il va l'emporter en battant Jeff Jarrett. Donc voilà l'histoire du match. Jeff Jarrett et le Roddy ont blessé le Kid dans les weekly. Razor Ramon demande vengeance et il va les éclater. Bob Holly frustré, petite parenthèse, parce que le Kid c'est aussi un de ses anciens partenaires à Bob Holly, donc il s'est dit ça aurait pu être ma chance d'être en pay-per-view et de me faire un peu d'argent. Au final ils n'ont pas voulu. Je pense que c'était pour éviter de mettre trop de monde, pour que la prime de pay-per-view soit un petit peu plus grosse pour les autres, notamment pour Razor Ramon qui était fâché de ne pas avoir tourné heel. Il fallait un peu le réconforter et on a décidé de faire ça avec de l'argent. Ensuite, Mabel va squasher Adam Bomb dans un match de qualification King of the Ring en moins de 2 minutes. Voilà, on lance le gros push pour Mabel. Voilà, on en parlera un peu plus tard. Mabel avec Mo. D'ailleurs, Mabel et Mo, juste pour l'anecdote, ils ont leur gimmick de rappeur depuis quelques années. Parce que Vince McMahon voulait surfer sur le gros buzz qui était généré par la guerre entre côte Est et côte Ouest dans le milieu du rap. Voilà, donc il s'est dit, tiens, je vais mettre des rappeurs dans ma compagnie, peut-être que ça va ramener des vues. Voilà. C'est quand même de drôles d'idées, hein, ce genre de truc. C'est comme Kama, le mec qui a incarné Papa Shango et le Godfather. Il y avait la gimmick de Kama, c'était un lutteur, enfin c'était un combattant de MMA, juste pour surfer sur la popularité du MMA aux États-Unis parce que UFC cartonnait en pay-per-view. Donc il s'est dit, je vais mettre un mec avec une gimmick de combattant et voilà. Drôle d'idée. Après avoir gagné en opener, Bret Hart va perdre contre Jerry Lawler à cause de Hakushi qui est revenu. Bret Hart pas du tout content de sa feud avec Jerry Lawler. Être bloqué en mid-card, ça plaisait pas du tout à Bret Hart. Et en plus, devoir mettre over un commentateur, ça ne l'enchantait pas du tout. Diesel va battre en main event Sid par disqualification pour conserver le championnat du monde en 11 minutes.
Voilà, pas du tout à voir, hein. Un match très nul. En dark match, Undertaker va battre Kama. Voilà. Baba Migolo va battre Tatanka et le British Bulldog en équipe. Ah non, le British Bulldog et Owen Hart vont faire un match nul. Dans un match de qualification au King of the Ring, ce match-là, on va le voir, il va être clippé, il va être diffusé à Raw quelques semaines après. Donc voilà. Bulldog Owen Hart aussi très bon match qui a eu lieu à Raw. Voilà, je pense qu'on va s'arrêter là. Est-ce que j'ai pris des notes pour ce pay-per-view? Oui, alors, tous les bilans économiques pour les pay-per-view, je les tire du au Wrestling Observer. Voilà. Petit aparté. Je suis pas toujours d'accord avec Melzer au niveau des notations, mais en tout cas, pour tout ce qui est chiffres, pas trop de contestation à avoir. 7000 personnes ont assisté au show, seulement 3500 ont payé leur ticket, a priori. Donc c'est pas un signe de grosse réussite. 180 000 achats en pay-per-view et 180 000 achats en pay-per-view qui ont rapporté 1 200 000 dollars à la compagnie. Alors ça a l'air beaucoup, mais 180 000 c'est pas beaucoup, surtout que le prix du pay-per-view est divisé par 2 pour les In Your House. Les pay-per-view les grands pay-per-view, donc du Big Five, généralement c'est 50 dollars. Et là, l'In Your House, pour le début d'In Your House, c'est 24,95 $. Donc le prix est divisé par 2. Et il y a notamment cette déclaration de Melzer dans sa newsletter qui est, je cite, quand en divisant le prix par 2, le résultat est que moins de gens achètent le produit, vous pouvez tourner les chiffres dans tous les sens, ce n'est toujours pas un succès et ce n'est pas un signe de popularité croissante. Fin de citation, et effectivement, c'est pas bon signe. Donc voilà, ça fait déjà une très longue vidéo, on est à près de 50 minutes, on est à plus de 50 minutes même. Donc je vais m'arrêter là pour cette première partie. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé dans la vidéo. Et, et voilà. Partagez la vidéo, likez-la, abonnez-vous. Voilà, tout ça pour le référencement et tout ça pour aider la chaîne un peu à grandir et pour toucher une plus grande audience. Voilà. En tout cas pour ceux que je vois aujourd'hui, ceux qui regardent la vidéo aujourd'hui, pardon, parce que voilà, peut-être que vous regardez la vidéo dans plusieurs années. Donc bref. C'était Akamoshi, je vous dis à bientôt pour la deuxième partie de cette review de l'année 95. Ciao tout le monde.